psychologie positive au travail. Alors tout d'abord, je vais un petit peu me présenter rapidement. Alors sur le plan de la psychologie positive, je suis actuellement, je dirais, l'un des principaux, un des premiers introducteurs et diffuseurs de la psychologie positive en France. J'ai notamment, enfin j'ai dit en 2009, j'ai dirigé un ouvrage qui a été le premier ouvrage vraiment spécifiquement consacré dans le monde francophone de la psychologie positive, chez Lino, qu'on a appelé Introduction à la psychologie positive, et qui réunissait 23 auteurs. Un premier livre vraiment en général sur la psychologie positive et de manière universitaire. Autrement, je m'intéresse en fait de façon plus générale à tout ce qui va bien chez l'être humain. Voilà. J'ai un parcours assez divers et varié. Un jour, mes filles m'ont demandé: mais papa, t'as fait combien de métiers dans la vie? J'ai fait le calcul, c'est que je suis arrivé à 20. Donc, et c'est pas une plaisanterie, c'est vraiment, voilà, bon. Et je pense que j'ai encore d'autres projets qui vont augmenter le chiffre. Voilà. Enfin, sur le plan, je dirais, études, tout ça, enfin, alors j'ai fait une thèse de psychologie sur la résilience que j'ai soutenue en 2002, et c'était sur le thème de la, le titre s'appelait Briser le cycle de la violence, et vous savez, on a l'idée qu'il y a une sorte de reproduction intergénérationnelle de la maltraitance, et en fait c'est faux, seuls 5 à 10% des enfants maltraités deviennent maltraitants. Bon, je ne vais pas rentrer, c'est pas le sujet du jour, il y a un biais statistique qu'on appelle l'inversion des probabilités. Voilà, en fait, la plupart des parents maltraitants ont été maltraités, mais ça ne veut pas dire que les enfants maltraités deviennent maltraitants. Si vous prenez, ce qu'on disait, vous savez, 100% des gagnants au loto ont joué, mais ça veut dire 100% des joueurs ont gagné, 100% des divorcés ont été mariés, ça veut dire 100% des mariés divorcés. Voilà. Et puis alors, bon, j'ai fait, au point de vue de l'action elle-même, j'ai été notamment travailleur social auprès de différents types de populations, psychomanes, personnes sans domicile fixe. Et puis j'ai également été psychologue dans une maison d'enfants, ce qu'on appelle les MEX, maisons d'enfants à caractère social, avec des enfants avec deux maisons entre 6 et 18 ans. Voilà. J'étais journaliste également, et en particulier pendant 6 ans, une revue que vous devez avoir entendu parler, qui s'appelle Sciences Humaines. Voilà. J'étais le psy de service dans cette revue entre 92 et 98, et j'ai toujours des liens, des bons liens avec eux, voilà, des bonnes relations avec eux, même s'il y a un petit peu de turnover dans la maison, je connais un peu pas tout le monde, mais un peu. Voilà. Alors, juste, puis je vais en rester là. Mon intérêt donc pour la psychologie positive, ma thèse sur la résilience, parce que souvent les gens, quand vous leur dites que vous avez passé 3 ans, 4 ans à étudier la non-reproduction, vous savez, la part de reproduction, moi je dis cessation intergénérationnelle de la maltraitance, et les gens ils disent pourquoi il a fait ça, pourquoi il fait une thèse, vous savez, on ne fait pas ça par hasard, oui, c'est un truc. Alors oui, tout à fait, je n'ai pas fait ça par hasard, je l'assume, c'est aussi mon histoire, c'est-à-dire que j'ai une enfance fracassée, une jeunesse fracassée pour les raisons de comportement, je dirais, paternel, et je n'ai pas reproduit, et je dirais même que je crois être un papa affectueux. Voilà, donc, alors, bien sûr qu'il s'agit de, comment dire, dans ces moments-là, de rester scientifique, c'est-à-dire je pense que j'ai eu la distance rationnelle et scientifique, mais je fais quand même étudier quelque chose qui m'intéressait beaucoup, j'ai d'ailleurs beaucoup hésité, c'est Sur-Imi qui m'a poussé à faire ce thème. Et moi, j'étais plutôt un peu prudent pour pas qu'il y ait les vieux démons qui remontent, mais ils ne sont pas remontés, donc très bien. Et puis, alors ça c'est important, pourquoi? Parce que, alors je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est quand même important dans ce qui suit. Je vous donne juste un truc. À la suite d'un acte de grande violence que j'avais commis au lycée, pas rentré dans les détails, mais ça était très loin, et mes parents ont été convoqués, moi aussi, dans le bureau du proviseur, et mon père n'est pas venu, je ne m'intéressais pas particulièrement, mais
je ne me souviens plus de la discussion, mais la fin était quand même intéressante. Je me souviens de la dernière phrase que j'ai entendue. En conclusion, madame, votre fils est socialement dangereux et scolairement irrécupérable. Il avait certainement des bonnes raisons de le dire. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, enfin cet instant-là, je me suis dit, ok, c'est ton destin, c'est là que tu dois aller. Et voilà, alors c'est vrai que mes résultats scolaires n'étaient pas très brillants, c'est rien de le dire, et j'étais quelqu'un d'un peu craint. Et voilà. Il s'avère qu'à 18 ans, alors par hasard, si le hasard existe, en faisant du stop, je tombe dans un endroit et je me retrouve dans une ferme en Haute-Provence où je vais vivre du jour au lendemain pendant 5 ans. Et là, c'est Pissin-Globe. Et quand je dis ferme en Haute-Provence, c'est carrément, comment dire, la caricature, quoi. C'était culture biologique avec des chevaux, manger végétalien, enfin oui, tout y était, quoi. Et voilà. Et depuis, c'est Pissin-Globe. Et ça fait que j'ai, comment dire, je me décris souvent comme étant un incurable optimiste. Pourquoi? Parce que je sais que du pire peut venir le meilleur et rien ne m'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui s'inquiètent de la montée de telle ou telle partie, des choses comme ça. Moi, il n'y a rien de m'inquiète. Le pire peut arriver, mais le meilleur peut arriver après le pire. Ça, j'en suis profondément convaincu. Mais c'est un incurable optimisme qui n'est pas un optimisme de l'attente. C'est un optimisme de l'action. Je suis optimiste que parce que je crois en l'action. J'attends pas que tout arrive. Et c'est cet incurable optimisme que je défends. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais la suite, vous comprenez que ça a plus de poids, vous pouvez, mes convictions et tout ça, voilà, en plus, et bien on va rester là pour ça. Donc, voilà, il faut mettre un mot de passe. Alors j'espère que vous n'aurez pas à le remettre souvent, parce que... Alors voilà, la psychologie positive au travail. Alors d'abord, d'où ça vient la psychologie? D'abord un petit topo général sur la psychologie positive, très vite, en introduction. En fait, au tournant du siècle, juste avant, en 1999, vous avez un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman et qui est nommé président de l'Association américaine de psychologie. Martin Seligman a été un grand spécialiste de la dépression et à un moment, il s'est tourné vers l'optimisme. À la suite d'ailleurs d'une rencontre en avion avec un patron, enfin, bon, c'est assez particulier, et il va essayer en quelque sorte d'influer le monde de la psychologie vers une vision plus positive que ce qu'elle avait d'habitude. Il dit en gros ceci: depuis plus d'un siècle d'existence de la psychologie, eh bien on s'est surtout intéressé à ce qu'elle est mal chez l'individu. Voilà. C'était nécessaire, il était nécessaire, un, de comprendre les troubles psychiques, deux, d'essayer de les soulager, peut-être pour certaines personnes d'arriver à les éliminer, mais en tout cas au moins de les soulager, et c'était historiquement important. Maintenant, du coup, eh ben, on s'est engouffré dans une sorte de vision monofocale, on est resté sur une seule trajectoire, enfin essentiellement sur une trajectoire, et on a oublié, d'améliorer, déjà de comprendre, d'analyser, d'étudier scientifiquement, et puis deuxièmement, d'améliorer encore la vie de tous les gens. Quelques années après, vous avez une définition, alors vous avez plusieurs définitions de la psychologie positive, mais elles se recoupent. Donc je vous en donne une qui est assez, je ne dirais pas canonique, mais presque aujourd'hui. Alors juste quelques petites remarques par rapport à cela. D'abord, c'est l'étude scientifique. C'est important. Par exemple, vous avez une expression, vous savez, le développement personnel, quelque chose dont on parle beaucoup. Moi, j'ai rien contre le développement personnel, mais les idées qui sont transmises par ce qu'on appelle le mouvement du développement personnel, vous ne trouverez pas d'études scientifiques, enfin je veux dire, c'est pas ça, c'est des personnes qui ont des idées intéressantes sur la vie, sur les gens, mais ils ne cherchent pas à le fonder scientifiquement. La psychologie positive est une discipline scientifique qui est née dans les laboratoires de recherche universitaire de psychologie. Maintenant, des conditions et processus, ça c'est important aussi parce que des fois on nous dit « Ah oui, vous vous intéressez à l'individu, au bonheur des individus, et les contextes sociaux, ça vous en fichez. » Non, pas du tout, on s'intéresse à les conditions et les processus. Conditions d'une part, processus. Processus, il y a les choses, les individus et les situations ne sont pas figés. C'est dynamique, ça évolue. Mais surtout, j'ai insisté sur la fin. Les individus, les groupes, les institutions. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler donc, de la psychologie positive dans les médias, et souvent vous entendrez dire c'est la psychologie du bonheur. Alors moi, il y a quelques années, j'étais un des
n'étais pas le seul, mais on était très peu nombreux. Et donc les journalistes qui m'appelaient des fois et qui me disaient « Ah bonjour monsieur Lecomte, alors vous êtes le psychologue du bonheur ?» Ah je dis « Non, non, moi je suis un spécialiste de psychologie positive. » Ah mais c'est pareil. Ah, non, 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 pas pareil. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous prenez que... Alors donc, trois niveaux, l'individu, le groupe et les institutions. Et si vous prenez que le premier niveau, eh bien le premier niveau, ça contient le bonheur, mais pas que. Ça contient des éléments qui peuvent aller avec le bonheur, mais c'est quand même un peu différent. La motivation, la résilience, le sens de la vie, l'optimisme, le sentiment d'efficacité personnelle. Vous voyez, il n'y a pas que le bonheur. Si maintenant on s'intéresse alors là, et donc il y a aussi le côté interpersonnel, des tas de travaux qui ont été faits sur la gratitude, sur l'empathie, la coopération, le respect, la bienveillance, la confiance, et je vous en parlais, je parlais notamment de la confiance, de l'esprit de service et de la coopération dans le monde du travail. Et puis, ça va jusque-là, c'est-à-dire, je vous ai dit, le mot institution, eh bien, ma conviction, mais ce n'est pas une conviction de croyance, c'est une conviction basée, comme on dit en anglais, j'aime beaucoup, evidence-based. Alors, evidence, si c'est à traduire, moi je le traduis de manière nuancée, qui est basée, enfin fondée sur l'état actuel des connaissances. Pour moi, c'est ça le mot evidence, c'est comme ça que je le traduis, c'est pas seulement les preuves. La traduction littérale, c'est preuve, l'état actuel des connaissances. C'est-à-dire demain, on ne sait pas, ça peut évoluer, il n'y a pas de preuve définitive. Eh bien, l'état actuel des recherches nous montre que finalement, les connaissances qu'on a en psychologie positive eh bien, pourraient influer sur les politiques publiques, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé publique, de la justice. Je vous donne un exemple, l'apprentissage coopératif à l'école, par exemple, marche beaucoup mieux en termes de résultats scolaires, en termes d'ambiance dans la classe, de respect des enseignants, de respect des élèves entre eux, de diminution des stigmatisations et puis des harcèlements. Ça marche beaucoup mieux que l'apprentissage compétitif. Bon, donc ça pourrait être une politique publique de l'éducation. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez au moins un exemple avec l'environnement de ce que ça peut donner. Dans le monde de l'entreprise, vous verrez aussi d'autres aspects. Voilà, donc ça me semble important. Ne réduisons pas la psychologie positive à une psychologie individuelle, voire individualiste et nombriliste, mais je vais jusqu'à dire la psychologie positive appliquée à large échelle pourrait changer le monde. Soyons modestes et allons-y. Voilà, alors je vous parlais d'un livre, voilà, ça a été le premier livre de psychologie positive qui a été paru dans le monde francophone en 2009. Maintenant, prenons le premier niveau, d'abord. Je vais vous donner des exemples sur les trois niveaux. 2 exemples sur le premier, 3 exemples sur le deuxième et 1 exemple sur le troisième. Alors, je risque d'être un peu rapide. Je vous prie de m'en excuser, il y aura de temps pour le débat, mais je risque d'être un peu rapide. Alors, tout d'abord, la motivation. Alors, d'abord, une connaissance générale en psychologie positive qui va au-delà de la motivation. Ça, c'est les... Est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors on va dire, oh non, l'adage l'argent ne fait pas le bonheur. Et de fait, quand on regarde, par exemple, ça c'est un truc très connu. Ici, vous avez l'évolution du produit intérieur brut des États-Unis sur une soixantaine d'années. Donc ça a augmenté sensiblement au fil des ans. Et voici l'évolution du bonheur de la population américaine. Bon, les choses sont assez claires. En gros, si vous voulez, l'argent ne fait pas le bonheur. En revanche, la misère peut faire le malheur. Ça, c'est vrai. Donc, il ne s'agit pas de banaliser la misère. Hein. Mais par contre, à partir du moment d'une certaine somme d'argent qui permet simplement de vivre, eh bien, l'argent ne joue plus du tout pour augmenter ou n'augmente pas le bonheur. Ce qui est l'essentiel du bonheur, dès qu'on a une somme d'argent correcte pour vivre, eh bien, c'est la relation humaine, c'est l'amour, l'amitié, et tous ces éléments. Voilà. Alors, du coup, dans le monde du travail, vous savez, vous avez la motivation, les gens pensent que la motivation est liée au salaire. Vous voyez. Et alors, par exemple, dans les cadres du domaine public, ils vous disent parfois, moi je n'ai pas de marge de manœuvre pour motiver mes collaborateurs. Mais oui, parce qu'eux, ils peuvent moins jouer sur les primes, tout ça, que dans le privé. Et en fait, c'est une vision complètement fausse.
Il y a alors beaucoup de théories de la motivation, et en particulier une théorie qui a été inventée par deux chercheurs américains qui s'appellent Deci et Ryan, Edward Deci et Richard Ryan, qui ont élaboré la théorie de la motivation intrinsèque, extrinsèque. Ça a été surtout étudié dans le monde du travail et à l'école. Alors prenons l'école. La motivation intrinsèque, vous avez deux gamins là, qui sont à côté, et ils sont en cours de géographie, et ils sont très motivés tous les deux pour le cours de géographie. Simplement, ils le vivent de manière très différente. Il y en a un, et donc ils étudient la géographie à fond, tout ça, mais il y en a un, il adore la géographie, c'est passionnant, les rivières, les montagnes, les maisons, la géographie humaine, physique, c'est passionnant. Lui, il a une motivation intrinsèque, c'est un intérêt intrinsèque vis-à-vis de cette matière. Et celui d'à côté, il travaille autant, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la note à la fin du trimestre. Voilà. Donc, la géographie, c'est pas forcément passionnant, mais lui, il a une motivation extrinsèque. L'intérêt n'est pas l'action elle-même, enfin l'activité elle-même, l'intérêt, c'est les effets secondaires positifs qu'on peut retirer. D'ailleurs, ou négatifs, parce que c'est carotte et bâton, hein, vous voyez. Si on travaille mal, on a une punition, et c'est aussi la motivation extrinsèque. Ça va, vous voyez bien? Or, ce dont on s'est rendu compte, alors ça, vous le mettez dans le domaine de l'école, et on se dit, oui, très bien, du coup, c'est un peu une vision humaniste, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains cas, augmenter la motivation extrinsèque diminue la motivation intrinsèque. Plus vous mettez l'accent sur les notes, plus vous diminuez la motivation intrinsèque. Ça va toujours? Alors on dit, ouais, c'est génial, ça va faire une vision humaniste à l'école, mais alors transposez ça au monde du travail. Messieurs les patrons, payez le moins possible vos salariés, comme ça ils sont plus productifs, plus motivés intrinsèquement. Vous dites, là, il y a un problème, quoi. Alors effectivement, c'est plus compliqué que ça. Mais toujours est-il que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les primes à la performance diminuent la motivation intrinsèque. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, comme je dis, c'est plus complexe. En fait, il y a deux choses. Il y a deux aspects très différents. Il y a le salaire. Alors, je peux vous dire que moi, je me suis bataillé avec ça. Je me suis enfilé comme des dizaines et des dizaines d'études pour arriver à comprendre vraiment le mécanisme. En fait, c'est tout simplement, c'est très différent. Le salaire, un bon salaire et des primes. Lorsque vous embauchez quelqu'un, enfin, lorsqu'un patron recrute un salarié et lui propose un bon salaire, alors on peut dire, ah ben c'est de la motivation extrinsèque, c'est pas une bonne chose. Si, il y a des situations où la motivation extrinsèque augmente la motivation intrinsèque. Tout dépend de l'intention qu'on prête à celui qui est en train de générer la situation. Ça va toujours? Et lorsque quelqu'un recrute une personne et lui offre un bon salaire, il n'a aucune garantie que la personne va travailler correctement. Donc il prend a priori un risque, enfin il fait un pari positif sur la motivation, sur l'honnêteté, sur l'engagement de la personne, mais il n'a aucune garantie. Et dans ces conditions, la personne salariée, la recrutée, considère qu'on lui fait confiance à la fois dans sa capacité, dans sa compétence, mais aussi dans sa motivation. Dans ce cas-là, augmentation de la motivation intrinsèque. C'est une sorte d'acte de foi, hein, voilà, de faire un pari positif. En revanche, les primes ne sont accordées qu'une fois l'action réalisée. Plus vous aurez vendu de ceci, plus vous serez payé, ou plus vous aurez fait de ceci, plus vous serez payé. Et ça, on s'est rendu compte que ça a exactement l'effet inverse, parce que ce n'est pas le fruit d'une confiance a priori qu'on fait, c'est une sorte de donnant-donnant. J'attends mon petit gars de me montrer que tu as fait ça, et en fait ça diminue la motivation intrinsèque. Il y a pas quand même des professions pour lesquelles ça marche. Pardon? Dans certaines professions, il y a des filets. Alors voilà, c'est... alors là, bon, alors rapidement, parce que parce qu'il y a plein d'études. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des cas où la motivation, enfin les primes augmentent la productivité. On s'est rendu compte que c'est essentiellement pour des activités manuelles, mécaniques, enfin automatiques, non pas beaucoup de réflexion, c'est très... Voilà. Mais, ça, et alors ce qui est très intéressant, on cite des fois des études, en particulier deux études, une qui a été faite sur des gens qui plantent des arbres, une autre qui a été faite sur des gens qui réparent les pare-brises, et on cite souvent ces études. Moi, je ne prends jamais les trucs de seconde main, je vais aller voir l'original. Et souvent, on cite ces études en disant, ben voilà, vous voyez, ça a augmenté la cadence, etc. Sauf que, par exemple, je prends l'exemple des arbres, quand on voit l'étude elle-même, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a augmenté le nombre d'arbres plantés à la journée, ça diminue la qualité. C'est-à-dire que derrière, ils devaient repasser et replanter les arbres. Et ils ont failli perdre le
contrat, c'est un contrat d'État, c'est le ministère de l'Environnement qui reforestait. Enfin. Et du coup, ils ont failli perdre le contrat parce que c'était mal planté. Vous voyez, donc ils devaient replanter les arbres et du coup, ils sont revenus à un salaire, non plus des primes. Et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça marche essentiellement pour des professions manuelles avec des actes très stéréotypés. Ça augmente la productivité quantitative, ça diminue la qualité. Donc ça peut, ouais. Voilà. Et souvent, quand on cite ces études, je vous dis, on cite que la moitié. Il faut aller voir l'étude jusqu'au bout. Voilà. Par contre, tout ce qui est moi, j'ai eu plein d'études, par exemple, sur le monde de la santé. Et d'ailleurs, je pose la question, j'ai dit, qu'est-ce que vous préféreriez ? Un médecin qui vous dit j'ai fait des études de médecine parce que j'aime soigner les gens ou parce que je vais essayer de m'en mettre plein les poches. Quel médecin vous iriez voir? Vous voyez, a priori. Bon, je laisse ça à votre réflexion. Vous voyez. Bon. Donc ça ne garantit rien sur la qualité du travail, en tout cas les primes à la performance. Et en plus, dans les entreprises, quand on fait la prime à la performance individuelle, ça crée des tensions entre les individus. Alors du coup, on fait les primes à la performance collective. Mais le problème de la motivation intrinsèque n'est toujours pas résolu. Ça va? Cette équipe de chercheurs a montré qu'en gros, nous avons trois façons d'aborder notre activité professionnelle. Soit je l'aborde comme un job. Bon, j'ai un job. En fait, là, je le fais parce que, effectivement, j'ai un salaire à la fin du mois. Mais vraiment, vivement dimanche, enfin vivement le week-end et vivement les vacances. Bon. Et puis, vous avez une autre manière, c'est une carrière. Bon, là, il y a un côté, d'une part, le salaire, mais aussi la progression de carrière au fil du temps. Je vais pouvoir monter les gestions. Le problème qui se pose au niveau de la motivation, c'est lorsque vous allez arriver, vous voyez, c'est un peu comme les gens qui gagnent la coupe de... Enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens, de sportifs qui étaient dépressifs après avoir gagné une médaille olympique. Vous voyez, parce que après, qu'est-ce qu'il vous reste de plus haut? C'est difficile. Mais donc, une fois que vous arrivez en haut, si vous n'avez pas trouvé un intérêt intrinsèque à l'action, c'est difficile. Là, on n'est pas dans l'intrinsèque. Hein. Dans les deux cas, on est encore dans l'extrinsèque. Hein. Et puis, comme on dit Brzezinski et puis d'autres, ça peut être une vocation. Une vocation, c'est effectivement une activité professionnelle que nous faisons par vraiment un intérêt intrinsèque profond. Et c'est effectivement ce qui permet une motivation durable à long terme. Ce qui est intéressant dans une série de travaux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des métiers, il y a des activités professionnelles qui sont plus susceptibles que d'autres, c'est pas un scoop, de générer un sentiment de vocation. Certes, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toute activité professionnelle, même les plus simples, les moins valorisées socialement, peuvent être source de sentiments de vocation. Et moi, je pourrais vous en citer, une femme de ménage dans un organisme de formation et qui considère vraiment que ce qu'elle fait, une femme que j'ai rencontrée, dans l'institut de formation que j'intervenais, et qui est toujours avec le sourire gentil et tout. Un jour, je lui dis, mais c'est quoi votre secret? D'ailleurs, le directeur me disait, mais c'est notre rayon de soleil, les jours où il y a un congé, c'est pas la même atmosphère. Et je lui dis, mais c'est quoi votre secret, quoi? Et elle me dit, elle était parfaitement consciente de l'image sociale des femmes de ménage. Elle me dit, mais voilà, c'était des jeunes qui étaient en formation professionnelle, et elle dit, voilà, c'est des jeunes qui ont des difficultés dans la vie, moi aussi j'ai des difficultés dans la vie, et moi je veux leur donner les meilleures conditions de travail, donc je tiens à ce que ça soit propre, qu'ils soient heureux de venir étudier. Voilà. Elle avait transformé un job en vocation, vous voyez, au service des autres. Et inversement, même les métiers qui seraient les plus utiles socialement, vous pouvez les faire sur un mode de job. Quelqu'un qui est médecin et qui s'en vient mourir et qui a fait ça parce que ses parents voulaient qu'il soit médecin, il risque de vivre ça comme un job, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Il me semble qu'il y avait des championnats de France de repassage. Comment? Il me semble qu'il y avait des championnats de France de repassage. Ah oui, ah ben voilà, formidable. Championnat de France de repassage. Oui, c'est extraordinaire. Mais par exemple, vous voyez, dans les enquêtes, c'est très intéressant, les enquêtes qui ont été faites sur. Il y en a une qui est sortie il y a 2 ans dans le Nouvel Obs, mais il y en a d'autres faites par des chercheurs ou des journalistes, hein, ou des instituts de sondage, sur les métiers où les gens sont plus heureux. Un des trucs en tête en France, c'est les agriculteurs. C'est les premiers ou les seconds. Comment? C'est là qu'il y a le plus de sujets d'utilité sociale. Voilà, c'est toujours le sentiment d'être utile socialement. Alors on parle du suicide, dans la média on parle du suicide des agriculteurs, mais au niveau des statistiques, les agriculteurs, alors selon les sondages ça dépend, mais ils arrivent dans les premiers, deuxième ou troisième. En tout cas dans une enquête du Nouvel Obs, c'était les premiers il y a 2 ans. Vous voyez, donc il ne faut pas écouter que le côté des informations négatives.
Et effectivement, alors bon, après vous avez les médecins, vous avez et en fait on s'est rendu compte que effectivement le commentaire des journalistes, on croyait que c'était des trucs avocats et tout qui étaient arrivés en tête, en fait ils arrivent plus loin. On croyait que c'était les plus reconnus socialement et c'est les plus utiles socialement qui arrivent en tête. Enfin, dans lesquels les professionnels eux-mêmes se sentent utiles socialement. Voilà, alors juste pour finir sur cette histoire de vocation, deux études. Vous voyez ou pas là? Oui. Alors je vais dire, non, oui. Alors juste une chose, oui, pour la deuxième remarque, les femmes sont 3 fois plus nombreuses que les hommes à considérer leur travail comme une vocation. Il faut le relier à la première. Parce qu'en fait, les femmes sont beaucoup plus dans les métiers de la relation d'aide, du care, enfin, que les hommes. Voilà. Alors ça c'est très intéressant. Après le 11 septembre, plein de gens notamment des traders, qui se sont mis à changer de métier dans les métiers du type action sociale, enfin qui sont devenus pompiers, des choses comme ça. Enfin, en France, vous savez, ça n'a rien à voir, mais ça va venir. Mais il s'appelle De Maison, un humoriste qui était trader à New York, et il a vu les tours s'effondrer. Et il a dit c'est plus possible, donc lui ça faisait longtemps qu'il voulait faire un spectacle humoriste et il a arrêté, pas du jour au lendemain mais quasiment. Et il a failli tourner à la misère parce que son spectacle ne marchait pas, et puis un journaliste en a parlé. Voilà. Alors maintenant ça c'était le côté perso, hein, mais passons au deuxième niveau. Alors il y a un chercheur international très connu qui s'appelle Saint-Exupéry, Terre des Hommes, et qui a écrit un jour cette phrase définitive pour moi, la grandeur d'amitié est étonnante. Voilà. Et parfois on a plus de vérité chez les écrivains que chez les chercheurs. Voilà. Alors, premier point. Ah oui, ça va être difficile. On a commencé tard et je ne vais pas si vite. Bon. Allez, jusqu'à 7h moins le quart, ça va? Jusqu'à minuit. Ah, bon, jusqu'à minuit. Ouais, mon épouse, il dit toi, Jacques, on appuie sur le bouton, on n'arrête plus, donc il faut m'arrêter. Voilà. Alors, voilà. D'abord, premier élément, la coopération. Alors, juste une chose, voilà. Une étude qui a été faite, alors, il y a des études, j'en cite quelques-unes au passage. C'est une étude qui a été faite sur des informaticiens allemands, toute une série d'études en fait, et qui montre en gros que, statistiquement, après il y a des différences individuelles, mais les plus compétents sont également les plus coopératifs. Il y a une sorte de spirale vertueuse. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment compétent, je dis ça lit les statistiques, vous pouvez avoir des gens compétents et qui ne partagent pas. Hein. Mais globalement, les gens compétents n'ont pas d'inquiétude sur leurs compétences, vous voyez, et ils partagent facilement, coopèrent facilement, donnent des infos et tout ça. Et dans l'autre sens, plus ils coopèrent, plus il y a une sorte de, j'aime pas le mot donnant-donnant, mais de gagnant-gagnant, hein. Donc il y a du retour, et du coup ils deviennent plus compétents. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation, et même une causalité circulaire entre compétences et performance. Coopération, pardon, et compétences. Deuxième élément, deuxième étude, alors ça c'est une étude très intéressante et elle est vraiment ancienne. Le problème c'est que je n'ai pas trouvé d'étude aussi belle méthodologiquement et plus récente. Donc voilà, elle a 60 ans, mais elle est vraiment très belle. C'est une étude qui a été faite, disons, ce qu'on appellerait en France Pôle emploi, donc une agence d'État chargée de trouver, deux agences, nous avons comparé deux agences chargées d'aider des personnes à trouver du boulot et parallèlement des entreprises à recruter du personnel. Dans l'une, c'est vraiment la même structure, hein, c'est simplement deux agences. Dans l'une, si vous voulez, je peux laisser le PDF après à Michael Bouchard, vous aurez tout ça. Donc dans l'une, la direction a mis en place un système très compétitif, c'est-à-dire que plus une personne arrive à faire des placements des personnels, plus il y a des primes, des choses comme ça. Et puis dans l'autre, et puis elle est valorisée, et dans l'autre c'est l'inverse, on a privilégié, la direction a privilégié la coopération. Et là, j'ai écrit illusion de performance. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans l'équipe compétitive, on se rend compte globalement, il y a vraiment une corrélation très forte.
Plus quelqu'un est dans la compétition, alors compétition, il le mesure avec le fait de ne pas partager l'info, enfin de garder un maximum d'infos qu'il reçoit, et bien plus une personne est dans la compétition, plus elle fait de placements. Et en particulier, il y en a un qui est vraiment hard, et c'est lui qui fait le plus de placements. Dans l'autre équipe, il n'y a pas de corrélation, puisqu'en fait, on ne privilégie pas la compétition. Donc on ne peut pas... Vous voyez, non. Donc on se dit, si on regarde que l'équipe A compétitive, on se dit, bah, c'est clair qu'il faut stimuler la compétition au sein de l'équipe. Sauf que c'est une illusion, pourquoi? Quand on regarde les deux groupes, on compare là cette fois-ci, non pas les individus entre eux dans un groupe, mais les résultats des deux groupes, eh bien on se rend compte que le groupe le plus performant, c'est le groupe coopératif. Là, il n'y a pas de magie, c'est très simple. Dans le premier, en gros, plutôt dans le deuxième, le groupe coopératif, eh bien ils se réunissent et puis ils discutent. Alors, il n'y avait pas à l'époque les trucs informatiques, et donc ils disent, ah, moi j'ai une proposition de telle usine, ils cherchent un fondeur, tout ça. Ah, bah tiens, moi j'en ai un, tout. Alors il se passe des infos. Puis par exemple, s'il y a deux fondeurs, ah, bah celui-là, il irait mieux. Les autres, il ne se passe pas d'infos. Donc, ils ont chacun une quantité d'infos plus réduite, et ils essayent à tout prix de faire du placement. Et ce qui est très intéressant dans l'enquête de Peter Blow, c'est les gens lui disent, en particulier quand s'approche le moment de l'évaluation annuelle. Oui, parce qu'avec la direction. À ce moment-là, ils font des placements à tout bas et ils ne s'occupent pas de savoir si ça marche ou pas. Résultat des courses, ils ont des placements, mais les gars, ils ne restent pas longtemps. Soit ils voient que ça ne va pas, soit ils font la porte. Enfin, le truc ne dure pas. Donc en fait, ils font moins de placements et moins performants. L'adéquation n'est pas là. Quoi. Voilà, donc il y a une sorte d'illusion de la compétitivité, de la compétition, de l'efficacité de la compétition. Si vous restez que dans un univers compétitif, effectivement, vous avez cette illusion. Mais si vous comparez avec un univers coopératif, eh bien, cette illusion disparaît. Maintenant, pour le petit truc supplémentaire, eh bien, on s'est rendu compte que dans les temps de pause, par exemple, eh bien, dans l'équipe coopérative, les gens ils étaient ensemble et tout. Dans les équipes compétitives, chacun prenait sa pause à part, enfin, ils ne discutaient pas, voilà. Une ambiance assez tristounette finalement. Et dernier point, on a demandé à chacun, qu'est-ce que vous préférez, travailler en compétition ou en coopération? De façon majoritaire, dans les deux groupes, ils préfèrent travailler en coopération. Mais ça va à l'encontre, même de la compétition à tout prix, ça va à l'encontre de l'aspiration même des individus. Autre exemple, et là c'est plus qualitatif, que ça il y a des chiffres. Une étude, un bouquin que j'ai beaucoup aimé, la Mayo Clinic, c'est, si vous regardez sur Wikipédia, c'est une clinique plus réputée au monde, et alors elle est connue aussi parce qu'il y a des grandes personnalités qui viennent, mais ils soignent aussi bien des pauvres que des riches. Et ça, c'est depuis les fondateurs. C'est un médecin qui a créé ça il y a plusieurs dizaines d'années, ça a été repris par ses deux fils, et puis après ça suit. Et le principe qu'ont mis en place les fondateurs, c'est la raison d'être de la médecine, c'est de soigner, de prendre soin des gens, pas seulement de les soigner, non seulement tu cures, mais aussi to care. Et, premier principe. Et deuxième principe, c'est pour cela, la médecine est une science coopérative. Alors je peux vous raconter plusieurs histoires qui sont racontées, mais je vous en donne une seule, qui me semble très représentative. Alors, ce qui est de cette situation. Alors juste une chose, effectivement, c'est que la Mayo Clinic est très connue, et elle est très connue aussi pour ses pratiques managériales et son mode de fonctionnement. Donc les gens qui viennent se présenter pour être recrutés, ils savent où ils arrivent. Et ils savent que l'état d'esprit, c'est la coopération. Donc effectivement, il y a une sorte de... comment dire, ça dure avec les générations, les gens savent où ils viennent. Donc il y a un recrutement bien sélectif avec des personnes qui ont cet état d'esprit. Une histoire que j'aime bien, c'est... Vous avez un jeune chirurgien qui vient d'arriver, qui sort des écoles, et alors dans l'établissement, il y a un chirurgien extrêmement réputé, qui a une longue carrière derrière lui, qui lui également à la Mayo Clinic. Et ce jeune chirurgien, un jour, dans son bureau, et il reçoit un coup de téléphone. Il reçoit un coup de téléphone de ce chirurgien que tout le monde admire, tout ça. Et il est déjà impressionné, mais le gars lui dit, écoutez, voilà, j'ai un problème, je dois opérer telle patiente, mais bon, je ne suis pas au courant des dernières études, est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour ce cas très précis, puisque vous sortez des écoles? Alors, le gars, il n'en revient pas, le petit jeune, il n'en revient pas, il dit, ben voilà ce qu'on vous a dit, bon, ben je vous remercie. Il raccroche, 2 heures, 3 heures après, il rappelle, un coup de téléphone,
Le vieux chirurgien rappelle, je vous remercie, vraiment, vous m'avez été d'une grande aide, c'est vraiment, voilà, heureusement que vous étiez là, enfin tout un truc. Et c'est l'esprit à la fois de coopération, d'humilité, voilà, d'une sorte d'interdépendance. Voilà. Alors maintenant, deuxième élément de l'aspect interpersonnel. Ça va, je continue, c'est un peu la vitesse un peu grand V. Voilà, après, il y aura un petit moment de questions. Hein, notez, hein, prenez des notes. Alors, élément, la confiance. La confiance, alors ça, c'est un autre élément essentiel, évidemment, de la psychologie positive. Je vous ai parlé tout à l'heure de la motivation intrinsèque. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Alors ça, c'est puisque vous parlez tout à l'heure des entreprises libérées, ça devient très à la mode. Le livre de Gates et puis Kern, Isaac Gates, donc sur liberté et compagnie, a lancé donc en France ce qu'on appelle le monde des entreprises libérées. Alors moi, là-dessus, je suis à la fois très favorable et puis prudent. Je vous expliquais tout à l'heure. Alors, très favorable parce qu'effectivement, je vous expliquais pourquoi au niveau des études sur la confiance, mais prudent dans le sens que Gates et Kern ne posent pas la question de la finalité même des entreprises. Vous pouvez mettre de la confiance et tout ça et de la liberté dans l'entreprise pour fabriquer des canons, pour fabriquer des mines antipersonnelles, pour produire du tabac. Enfin, Philips, les plus grandes compagnies de tabac ont intérêt à mettre les théories, enfin les principes de Gates en pratique. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est que, justement, pour moi, j'ai envie de dire, la psychologie positive dans le monde de l'entreprise ne se réduit pas à la confiance. Il y a plein d'autres aspects, je vous dis la coopération, il y a plein d'aspects, la bienveillance, qui sont, à mon avis, nécessaires. Et dernier point, je dois aussi souligner que pour moi, et ça c'est pas seulement la conscience, c'est pour tout l'ensemble de la psychologie positive, je pense que la psychologie positive ne peut pas être utilitariste. De plus en plus, la psychologie positive est vendue aux entreprises par des consultants. Je suis mal placé parce que je le fais. Enfin, je ne cherche pas avant, d'ailleurs, on m'appelle. Mais on vend la psychologie positive avec le slogan, je caricature à peine, vraiment à peine. En gros, rendez vos salariés plus heureux, ils seront plus performants, plus productifs. Ce qui est vrai, globalement, plus on est heureux, plus... mais est-ce que cette façon de fonctionner est éthiquement, et d'ailleurs même opérationnellement pertinente? Je laisse ça à votre réflexion, et je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Pour ma part, je ne cherche pas à être un ayatollah du purisme de la psychologie positive, mais je crois quand même qu'on peut faire fi d'un minimum d'éthique dans la démarche. Voilà, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Eh bien, le contrôle, c'est la motivation extrinsèque. Vous savez, motivation extrinsèque, c'est soit la carotte, ça peut être des primes, soit le bâton, le contrôle, les punitions, les sanctions. Donc, la non-confiance, le contrôle, relève de la motivation extrinsèque. Donc, lorsque on fait confiance, on facilite l'autonomie, ça conduit à de la motivation intrinsèque chez les collaborateurs. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai mis la meilleure performance en dernier. J'y tiens. Pour moi, ce n'est pas la finalité première, même si elle est évidemment importante. Je n'en dis combien pas. Un élément important par rapport à la confiance, on fait souvent une confusion entre deux aspects qui me semble très important à distinguer. Par exemple, un cadre va avoir une discussion avec un de ses collaborateurs, et puis ensemble ils vont élaborer un projet, et puis le cadre lui dit, bon, écoutez, je vous fais confiance, voilà, allez-y. Bon. Et puis, ils ne discutent plus de ça pendant 6 mois, 1 an, puis ils se retrouvent après 1 an pour faire le bilan. Et le bilan n'est pas très bon, quoi. Et le gars lui dit, mais enfin, quand même, je vous faisais confiance. Et là, je crois qu'il faut faire attention parce que de quelle confiance on parle? De quelle confiance il parlait au début, de quelle confiance il parle à la fin. Il y a 2 éléments. C'est une confiance soit qui concerne la compétence, soit l'honnêteté, l'engagement, la motivation. C'est pas la même chose. Et lorsqu'il dit « je vous faisais confiance », en gros, il y a une sorte de remise en cause de son honnêteté. Vous voyez bien ce que je veux dire? Or, si ça tombe, le gars est parfaitement honnête, mais il n'avait pas tout à fait la compétence au départ, et il n'a pas osé le dire. Et donc, je crois que lorsqu'on dit « je vous fais confiance », on est en train de faire confiance sur l'honnêteté, mais on doit aussi s'assurer si la personne elle a bien la compétence qui lui permet de faire l'activité. Si on a des doutes, si la personne elle-même a des doutes, alors on est, soit ce qui est beaucoup mieux, on met en place
place un système de formation. Vous voyez, mais il ne s'agit pas de faire confiance. Et autre chose, pour moi la confiance est antinomique avec le contrôle. Certes, mais dans le sens contrôle suspicieux. Par contre, la confiance n'est absolument pas antinomique avec le suivi d'une action. Et un cadre a toutes des bonnes raisons de suivre une action. Et moi, je peux vous dire que j'ai, dans des équipes où c'est très clair que vous avez des cadres et des patrons qui sont dans la vraie confiance avec leurs salariés, ils suivent l'évolution de l'action de leurs collaborateurs. Et les collaborateurs, moi je discute avec eux en privé, et à aucun moment ils ressentent du contrôle suspicieux. Mais au contraire, ils sont contents parce que, un, ils s'intéressent à ce qu'ils font, et deux, ils leur donnent les moyens de l'accomplir au mieux. Donc, la confiance n'interdit pas le suivi de l'action, sans que ça soit de l'ordre du contrôle suspicieux. Ça va? Alors celle-là, je n'ai pas le temps de vous la décrire, mais contrairement à une opinion commune, eh bien, les gens qui font confiance ne sont pas des bisounours naïfs, mais ils sont plus aptes à repérer les menteurs. C'est une étude qui a été faite avec des gens qui faisaient des MBA. Je n'ai pas le temps de vous la décrire, mais juste, alors ça c'est Getz, et Carnet, donc lisez ce livre, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Je voudrais juste vous parler de ça, c'est une étude qui a été faite sur des jeunes qui faisaient des formations en entreprise. Enfin là, ils suivent une formation professionnelle avec alternance, donc ils cherchent des stages en entreprise. Et en fait, c'est Beauvois et Joulet, vous avez dû déjà entendre ce nom. C'est eux qui ont fait ce fameux bouquin qui est devenu un best-seller des sciences sociales, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Best-seller inattendu, qui continue toujours à vendre très bien. Ils ont écrit d'autres livres moins connus, dont celui-ci qui est très intéressant, c'est toute une série d'études empiriques. Voilà. Alors, sur cette histoire, en gros, ça se passe à Marseille, et Beauvois et Joulet ont proposé à l'organisme de formation de tenter une expérimentation in situ, enfin pas une expérimentation dans un labo, et donc des jeunes vont être sujets d'une expérimentation sans le savoir. En gros, vous avez le même type de jeunes, des jeunes en difficulté scolaire, milieu général social plus ou moins défavorisé, et même formateurs, dans deux endroits différents, tout est pareil, sauf une chose. Dans l'un, le formateur explique ce qui se passe, il explique la formation, tout ça, et puis à un moment, il termine en disant voilà. Vous connaissez à présent le déroulement de ce stage et son objectif. Je suis normalement tenu à un contrôle des présences, puisque, vous le savez, chaque absence injustifiée donne normalement lieu à une retenue de salaire. Alors, chaque absence injustifiée donne lieu à une retenue de salaire, on est dans la motivation extrinsèque. Vous êtes d'accord? Et il continue, il dit, mais personnellement, je pense que les stages se passent mieux et que l'on obtient de meilleurs résultats si les participants sont des gens réellement motivés, plutôt que s'ils suivent la formation par obligation. Aussi, c'est simple, je ne ferai pas d'appel, il n'y aura donc pas de retenue de salaire pour personne. Je prends sur moi de ne pas observer le règlement sur ce point. C'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas tirer profit de cette formation. En gros, c'est vous qui êtes responsable de votre affaire. Moi, je ne fais pas mon affaire, c'est la vôtre. C'est votre avenir qui est en jeu. Et si vous venez, tant mieux, vous avez tout à y gagner, si vous ne venez pas, c'est votre affaire. Et alors, quand il avait proposé le protocole aux organismes, à la direction de l'organisme de formation, il disait, c'est complètement dingue, on ne peut pas mettre ça en place. Ils vont tous nous filer entre les pattes. Il dit, bon, on essaye, bon. Et l'autre, il dit, voilà, le règlement, c'est comme ça, si vous n'êtes pas là, il y aura une sanction pécuniaire, tout ça. Ils l'ont fait. Et le résultat des cours, c'est quand même très, très intéressant, c'est qu'à la fin du stage, les chiffres sont assez clairs. Ils sont... Alors, je vais parler du groupe contrôle et du groupe liberté. D'accord? À la fin du stage, 25% des stagiaires du groupe contrôle ont trouvé un emploi. 56% du groupe liberté ont trouvé un emploi, plus du double. Ah oui, je voulais dire aussi, au cours de la formation, le taux d'absentéisme était le même, à peu près, avec une nuance, c'est que lorsque vous aviez des absents dans le groupe liberté, ils prévenaient à l'avance. Ils disaient voilà, je ne pourrais pas être là parce que j'ai ma mère qui a un truc, non.
Dans le groupe contrôle, ils ne prévenaient pas, et puis le formateur était mis devant le fait accompli. Mais le taux d'absence était le même. Donc, je répète, à la fin du stage, plus du double de gens du groupe Liberté ont trouvé un emploi. Et 3 mois plus tard, la proportion est la même, les chiffres sont augmentés, mais 3 mois plus tard, c'est 35% du groupe contrôle ont trouvé un emploi, 69% du groupe Liberté ont trouvé un emploi. Il n'y a rien de magique, c'est tout simplement que lorsque on vous dit « si vous n'êtes pas là, paf, vous êtes sanctionné », vous ne saurez jamais si, quand vous venez par motivation intrinsèque ou par obligation. Vous n'êtes jamais sûr finalement. Alors que ceux à qui on a dit « vous venez pas, c'est votre affaire ». C'est votre avenir en jeu, ils savent que s'ils viennent, c'est qu'ils ont choisi de venir. Du coup, ça a un effet très clair après dans la recherche de stage et des choses comme ça, c'est que les jeunes qui sont en situation de liberté de venir ou pas, eh bien, vont plus se défoncer pour trouver des stages et des choses comme ça. Ils passent plus de temps dans la recherche, s'ils ont des échecs, ils vont plus persévérer, et au final, eh bien, le résultat est là. Si vous me trouvez, moi je n'ai pas encore trouvé, une méthode qui permet de doubler le taux d'emploi de jeunes en situation difficile, je prends. Moi, je ne connais pas. Ce truc-là, c'est scotchant. Vous doublez simplement en laissant, mais avec 2 phrases différentes. Hein, c'est rien du tout. Hein. Vous doublez la probabilité que ces jeunes trouvent un emploi avec pratiquement rien. Tout le résultat est identique. Bien, donc, laisser la liberté n'est pas du laxisme, c'est au contraire de la responsabilisation. C'est important, hein, ça fait. Bon, je vais passer sur Gates, mais donc ce livre, on trouverait plein d'exemples. Voilà, il y en a plein. Vous avez Gore, Harley Davidson, Favie en France, une fonderie. Voilà. Ça, c'est autre chose. J'ai mis le leadership, l'esprit de service. Alors ça, c'est très intéressant, l'esprit de service dans l'entreprise. Et on parle, alors, comment dire, je dirais à l'horizontale, à la verticale, dans les deux sens de la verticale, mais je vais surtout vous parler du leadership serviteur, c'est-à-dire en anglais, servant leader, ou servant leadership. J'ai beaucoup étudié, j'ai étudié pas mal les théories du leadership, et je peux me tromper, mais, il y en a une dizaine, hein, et plus encore, un paquet. J'ai une dizaine les plus connues. Mais en fait, toutes celles que j'ai lues ont été élaborées par des universitaires, essentiellement des sociologues ou des profs de business school, sociologues des organisations. Et la plus connue est bien ancienne, hein, de Weber, mais leadership charismatique en particulier, mais une seule, à ma connaissance, vient de quelqu'un du terrain. Des organisations, d'un praticien, si vous pouvez dire. Et c'est le serment de leadership. C'est venu de quelqu'un qui s'appelle Robert qui s'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Robert Greenleaf, qui, à la fin de après la retraite, hein, a écrit un bouquin dans lequel il racontait un peu sa réflexion théorique, ses pratiques, ainsi que celle de collègues avec qui il avait eu l'occasion d'échanger ou de travailler. Et en gros, il dit, le vrai leader, c'est d'abord un serviteur. Et il dit, alors c'est plus facile en anglais, c'est servant leadership, il dit, c'est d'abord un servant, et c'est un leader après, servant leader. C'est donc, c'est pas le leadership serviteur, c'est le serviteur leader, dans son esprit. Et il dit bien, c'est pas quelqu'un qui est d'abord un leader, c'est quelqu'un qui a l'esprit de service, et qui un jour, dans les circonstances de la vie, se trouve en position d'être un leader. Alors, il explique ça, et puis des chercheurs, des universitaires ont ensuite ont utilisé ce concept, ont élaboré des échelles, donc ont donné un caractère plus scientifique au concept. Les échelles, vous en avez plusieurs, des échelles de servant leader, mais évidemment, elles sont remplies non pas par le leader lui-même, mais par les N-1, voire N-2. Parce que les caractéristiques du leader serviteur, du serviteur leader, en fait, sont plutôt positives. Donc les gars, bah ouais, moi, si je m'auto-évalue, je vais mettre ça très haut. Donc c'est fait par les collaborateurs. Et globalement,
ce qui sort, comment dire, ce qu'on met dans les échelles. Enfin, alors il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs des typologies, mais enfin en gros vous avez ça, hein, vous avez ça. Alors vous avez deux choses importantes. C'est d'une part le côté, ce qu'on a d'habitude dans la vision du leader, c'est-à-dire le côté inspirant, visionnaire, et puis tout le côté relationnel. Ça. Et ce qui est très intéressant, moi j'ai rencontré de personnes que je considère vraiment être des servants leaders, et c'est ce côté un peu paradoxal. Ce côté un peu paradoxal, et que je dis, c'est des gens qui ont une très grande ambition d'action, souvent. Aucune ambition de domination sur les autres. Vous voyez, ambition d'un pouvoir d'action, mais aucune volonté de pouvoir de domination. Voilà. Et vous avez vous avez Jim Collins, vous avez peut-être entendu parler de Jim Collins, qui a écrit plusieurs best-sellers américains, certains sont traduits en français, et voilà ce qu'il observe. Je ne vais pas vous détailler ses études, il a fait ça avec pas mal de jeunes étudiants, et ce qu'il appelle les leaders de niveau 5, et ça rejoint ça. Voilà. Voici deux phrases que j'aime bien, donc une phrase de Greenleaf et puis une phrase d'un grand leader. Alors je précise quelque chose, c'est important, vous savez, des gens comme Mandela, vous savez, on ne prête qu'aux riches, des gens comme Mandela ont énormément de citations. Moi, une citation n'est une citation que si elle est accompagnée des références. Quand je vous écris quelque chose, ce bouquin, il est dans ma bibliothèque. Voilà. Je dis ça parce que, par exemple, il y a tous les trucs, il y a tout un texte sur le courage, une longue citation de Mandela sur le courage. Et en plus, on vous dit que c'est le fameux premier discours, le discours d'inauguration de Mandela à la présidence. Et alors, vous vous dites, c'est la référence. Vous pouvez lire le discours d'inauguration, vous ne trouverez jamais une phrase sur le courage. Donc, quand toutes les citations qui, pour moi, ne sont pas référencées, ne sont pas des citations. Ce sont des belles phrases, mais ce ne sont pas des citations. Je prends des exemples. Victor Hugo a dit fermez une prison, ouvrez une école, fermez une prison. Il célèbre cette phrase. Il ne l'a probablement jamais dite. Moi, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, et j'ai demandé à un spécialiste de Victor Hugo, qui dirige un groupe sur Victor Hugo, et il me dit on cherche toujours, depuis des années. Voltaire a dit à Diderot je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Il l'a probablement jamais dit. Vous savez, Gandhi a dit il faut être le changement, il faut soi-même incarner le changement que l'on souhaite dans les milieux alternatifs, la société civile, tout le monde le cite, il ne l'a jamais dit. Bon, voilà, donc. Une citation n'est une citation que si elle est référencée et que si vous êtes allé la vérifier. Et alors surtout une citation où on vous dit Mandela, un long chemin vers la liberté, voilà. C'est pas une citation, vous avez 300 pages de vous enfilez avant de pouvoir dire où c'est. Voilà. Une citation, il faut la page précise. Bon, c'est juste une éthique pour moi des sources. Voilà. Et aux États-Unis, vous avez un livre en anglais que j'ai à la maison qui s'appelle comment c'est le titre? Enfin, des fausses citations, des fausses citations. Vous avez c'est un livre de fausses citations. Il vous explique pourquoi c'est impressionnant. Bon, donc il l'a dit, premier discours, tout le monde l'attend comme le héros absolu. Il dit non, ne faites pas de moi une icône, je suis votre serviteur extraordinaire. Et donc ça montre bien qu'on peut être quelqu'un d'une immense ambition pour le monde, pour son action, et en même temps de se mettre au service des autres, et je crois qu'il l'a suffisamment démontré dans son action de chef d'État. Alors tout ça pour dire que, une fois que vous mettez en place, enfin c'est même pas mettre en place, une fois que vous incarnez cette façon d'être, eh bien vous avez toute une série de résultats, et notez bien que ce que je vous donne là, c'est pas seulement des études, c'est maintenant on est dans des littératures review, des revues de la littérature, donc il y a suffisamment de corpus d'études pour pouvoir affirmer des choses de façon quand même assez assurée, quoi. Alors juste un truc, allez, on va faire ça et puis on va aller très vite après, mais un exemple. Southwest Airlines est l'entreprise de la compagnie aérienne, vous pouvez aller taper sur Google, la plus rentable au monde. Celle qui est la moins, aux États-Unis, la moins dangereuse. Voilà. Elle a été fondée en 1971.
par deux personnes, dont un qui s'appelle Herb Kelleher, qui est devenu le PDG pendant 40 ans. Herb Kelleher quitte sa fonction en 30 ans, en 2001, voilà. En 2001. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Et Herb Kelleher, beaucoup d'interviews ont été faites de lui, un des patrons les plus respectés aux États-Unis, parce que, il a un mode de management très respectueux, et deux, il a des résultats qui explosent tout, voilà, qui dépassent toutes les autres compagnies aériennes. Et c'est très clair que c'est un leader serviteur. Alors je pourrais vous citer des trucs. Il dit en gros que pour lui un leader c'est d'abord quelqu'un qui sert les autres. Il dit dans notre système de recrutement, nous cherchons d'abord des gens qui ont le goût du service, quel que soit l'échelon d'activité, le goût du service. Si vous avez l'esprit du service, tout ira bien après. C'est ce que je dis à toutes mes équipes. Ne visez pas les rentabilités, ayez l'esprit de service. Alors, bon, il est gentil, mais non, il a des résultats qui sont extraordinaires. Sauf que, alors, entre autres, par exemple, au niveau managérial, ils n'ont jamais licencié personne en 30 ans de carrière, plus que 30 ans maintenant, mais 30 ans en 2001. Et Kelleher dit, lorsque quelqu'un dysfonctionne, on discute avec lui, on essaie de voir s'il a envie de faire autre chose, on le met sur un autre poste, et on a des fois des gens qui ont des résultats extraordinaires, simplement ils n'étaient pas à leur place. Mais, un gros problème. Arrivent les attentats contre le World Trade Center, excusez-moi, je parle très mal anglais, rien de dire, tous les avions américains sont cloués au sol pendant des jours et des jours. Et puis petit à petit, les mesures de sécurité se mettent en place dans les aéroports, sont renforcées dans les aéroports, et les avions commencent à revoler. Mais ça vient très lentement. Du coup, les compagnies aériennes perdent un fric monumental. Et évidemment, tous les conseillers boursiers disent il faut licencier. Ah oui, quand ça ne va plus, il faut licencier, ça ira mieux. Façon de voir. Herb Kelleher vient de partir à la retraite. Il est parti à la retraite en août. Et bing, pour le successeur, lui tombe le 11 septembre. Vous voyez, c'est pas une chance. Jim Parker prend la succession de Herb Kelleher et se trouve, premier truc qui lui arrive, un mois après, il se trouve avec le 11 septembre. Et là, il y avait donc une sorte de non-dit, d'implicite, qui faisait que une grande réputation de l'entreprise pour différentes choses, mais aussi pour ça, donc, on sait que Southwest Airlines ne licencie jamais. Bon, dans une sorte de fidélité, de loyauté des salariés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a jamais été gravé dans le marbre, mais c'était une pratique. Et là, Jim Parker dit, nous ne licencierons pas. Et il dit, we take care, nous prenons soin de nos salariés et de leurs familles. À ce jeu-là, Southwest Airlines perd $1 million par jour. Pas mal. Alors, il faut savoir que, et là il faut aller très vite, parce qu'il y a beaucoup à dire pour expliquer tout ça, mais Southwest Airlines a quand même en cash, dans ses caisses, $1 milliard en cash sans endettement. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas fait, contrairement à beaucoup de ce que leur conseillaient les conseillers boursiers, ils n'ont pas fait des gros coups, ils n'ont pas racheté des... Tu vois, il y a une compagnie qui ne va pas bien, hop, racheter cette compagnie. Non, ils ont fait une progression non cupide, d'acquisition non cupide, et c'est surtout une progression interne plutôt que par rachat d'ailleurs. Et ils ont pratiquement très peu... ils se sont très peu endettés. Ils n'ont pas voulu faire des coups en s'endettant énormément. Et donc ils ont $1 milliard en cash. Ils ont quand même de quoi bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre. Comparaison de deux éléments. Vous avez le nombre de licenciements selon les entreprises de transport aérien, les compagnies aériennes, et le redressement du cours boursier 4 ans plus tard. Parce qu'on dit souvent, pour que ça aille mieux, il faut licencier. Ça va augmenter le cours boursier, c'est grand classique. Oui, peut-être. Alors vous avez deux choses. Vous avez ici les licenciements de salariés. Deux entreprises, parmi les plus grandes compagnies aériennes américaines, deux entreprises n'ont pas licencié du tout. Alaska Airlines, Southwest Airlines.
c'est allé jusqu'à 24% pour US Airways. 24% de licenciements après le 11 septembre. Et puis là, vous avez le redressement du cours boursier 4 ans plus tard, par rapport à septembre 2001. Et on va voir quel est le lien entre ces deux courbes. Ici, c'est 92%, et ici, c'est 12%, je crois, de remontée du cours boursier, le cours boursier en 2005 par rapport à 2001. Ça va ? Bien. Les deux entreprises qui n'ont pas licencié sont celles qui ont le cours boursier le plus élevé, remonté le plus élevé. Et les trois entreprises qui ont le plus licencié sont les dernières au niveau du cours boursier. Et entre eux, vous avez donc, alors, vous en avez deux qui sont donc vraiment décalés, mais en gros, quand même, vous avez trois groupes, si vous voulez. Alors, vous avez deux, c'est effectivement celle-là et celle-là qui sont assez différentes, mais on pourrait dire d'une certaine manière, vous avez trois grands groupes. Et en gros, il n'y a forcément pas toujours une corrélation parfaite, mais il y a quand même une corrélation entre le pourcentage de personnes licenciées et la difficulté à retrouver le cours boursier. Ça va ? Alors, je pourrais vous expliquer un peu plus pourquoi, comment, mais c'est quand même intéressant. Bien. Alors maintenant, dernier point que j'aimerais vous parler, la protection de l'environnement. Alors là, on n'est plus du tout dans la psychologie positive. Quoique. Et c'est pour vous montrer, quand je vous disais tout à l'heure que la psychologie positive pourrait changer le monde, c'est un exemple et je pourrais vous en donner beaucoup bien d'autres. Vous savez, pour que les entreprises respectent l'environnement, vous avez plusieurs stratégies. Et les plus classiques, c'est la carotte, c'est-à-dire des avantages fiscaux, des choses comme ça, faites par les gouvernements. Et puis, vous avez les stratégies de type bâton. Attention, si vous ne respectez pas la vous tombez dessus, des taxes ou des amendes, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, vous avez des choses qui ne sont pas forcément très mises en avant, en tout cas pas par les gouvernants. C'est quand même nos valeurs morales. Après tout, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y a des patrons qui ont une conscience environnementale et que ça soit pas seul, que leurs décisions environnementales ne soient pas seulement dues à la carotte ou au bâton. Après tout. Et puis, alors, le norme social fondée sur le sentiment d'appartenance, c'est ça que je voudrais développer ici. En fait, quand je dis sentiment d'appartenance, c'est-à-dire le fait de collaborer avec d'autres personnes. Hein. Le goût de l'être humain, le goût d'appartenance, c'est-à-dire le goût de faire des actions ensemble. Voilà. Et c'est là-dessus, sur la conscience morale, je pourrais vous donner des exemples, mais je voudrais rester sur le côté collaboration. Donc voilà. Bon. Au fil des ans, les relations entre les associations environnementales et les entreprises ont finalement, alors c'est un peu à la louche, mais sont passées par trois grandes périodes. Et ça, c'est une équipe française de Montpellier, mais ils ne sont pas les seuls à le dire. Dans un premier temps, les entreprises, les associations, les ONG environnementales, ils ont cherché à faire du lobbying auprès des gouvernants pour qu'ils fassent des législations les plus contraignantes possibles. Il y a eu quelques succès, mais on se rend compte que ce n'est pas aussi efficace qu'ils espéraient. Alors, ils sont passés par autre chose. C'est là l'appel au public. N'allez plus prendre de l'essence chez Total depuis qu'ils ont fait le truc de l'Erika, ou justement des trucs comme ça. Bon, voilà. Quelques succès, mais globalement, ça n'a pas été aussi efficace qu'on croyait. Et maintenant, et ça, c'est pas très connu, mais il y a un énorme, dans le monde entier, enfin en Occident, puisque c'est quand même là que sont les multinationales, les grosses structures à la fois d'entreprises et d'ONG, eh bien, la coopération. Mais c'est impressionnant, mais les médias n'en parlent pratiquement pas. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Alors, oui, voilà. Alors, on parle maintenant de ce qu'on appelle les accords volontaires, enfin, les approches volontaires. Beaucoup. Des centaines d'études sont faites sur les approches volontaires. C'est surtout. Alors, bien sûr, c'est surtout des études dans des revues anglo-saxonnes, mais ça ne veut pas dire que c'est que des Américains. Ça peut être fait par des gens du monde entier, mais dans la carrière universitaire, vous venez de publier en anglais. Donc, c'est pas une vision pro-américaine. Je vais vous donner, on va passer, je vais vous donner un exemple très intéressant. C'est une étude qui a été faite qui compare deux endroits du monde.
les deux endroits du monde, c'est un, le Rhin, et deux, les Grands Lacs américains. Ce sont les deux endroits au monde qui ont la plus forte concentration mondiale d'usines pétrochimiques, sidérurgiques. C'est le couloir et l'autre le cercle, si je puis dire, du danger. C'est les plus grandes concentrations d'usines dangereuses au monde. Il y a 40 ans, le Rhin était une poubelle à ciel ouvert. Aujourd'hui, on peut se baigner dans le Rhin. Et alors, on peut se baigner dans la Seine. On peut se baigner dans la Seine. Alors on vous dit, on cite souvent Chirac qui a dit en 98, dans 2 ans ou dans 5 ans, on se baignera dans la Seine. Et on ne se baigne toujours pas dans la Seine. Pour quelle raison? Parce qu'on dit, ouais, Chirac a dit ça, on ne se baigne toujours pas, mais on ne se baignera probablement jamais dans la Seine à Paris. Mais tout simplement pas pour des raisons de pollution. Le problème de la pollution chimique est réglé à Paris. Dans le Rhin aussi. Alors il y a un problème de pollution à Paris, oui. C'est que quand il y a les grandes pluies, ça fait remonter l'eau des égouts. Si vous allez vous baigner avec des petites crottes à côté, c'est pas sympa. Oui, certes. Mais quand il pleut pas, qu'il n'y a pas de danger. Mais simplement, il y a trop de bateaux-mouches, il y a trop de péniches, et c'est trop dangereux. Mais c'est comme si vous traversez l'autoroute, c'est interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le droit de vous faire du vélo sur l'autoroute, ben, c'est interdit. Ben, c'est la même raison, mais on ne vous le dit pas. Autrement, la Seine, elle est, et le Rhin encore plus. Et voilà. Ce qui est très intéressant, c'est 2 stratégies qui ont été faites aux États-Unis, enfin aux États-Unis et au Canada, et puis dans le Rhin. Aux États-Unis et au Canada, on a fait, à partir du moment où on s'est rendu compte à quel point c'était une pourriture, ces lacs, eh bien, on a décidé de mettre en place des législations très dures, très contraignantes, avec possibilité que les agences d'État environnementales puissent mettre en procès les entreprises qui ne respectaient pas, et que les associations environnementales mettent en procès, les entreprises, mais qu'elles mettent également en procès éventuellement les agences d'État qui n'ont pas fait leur boulot de contrainte. Vous le suivez toujours. Et vous avez des études qui montrent à quel point c'est efficace. Parce que en, disons, 30-40 ans, diminution de 60% de la pollution des Grands Lacs américains, on dit grand succès. Sauf que les écolos, ils continuent à vous dire non, ça c'est pas au point. Et puis les industriels, ils disent bon, ils commencent à nous fatiguer, les écolos, ça va bien, les lacs sont propres, foutez-nous la paix. Donc, les deux considèrent que les autres sont d'horribles, comment dire, irresponsables économiquement du point de vue des entreprises, irresponsables écologiquement du point de vue des écolos. Et les agences d'État qui essayent de se dépatouiller au milieu de ces fous furieux de part et d'autre. Bien. Ça a été la même chose pendant un temps dans le Rhin, et puis il y a eu la fameuse catastrophe de Sandoz où une usine donc, à Bâle, une usine pharmaceutique, mais donc de produits chimiques, qui stockait des produits chimiques, a brûlé. Les pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu, sauf que ça a balancé plein d'eau extrêmement toxique dans le Rhin. Et là, sur des centaines de kilomètres, vous avez les poissons qui étaient à la surface. Ça a été une vraie catastrophe. Et là, on s'est dit, bon, on va essayer on va essayer de trouver une autre solution. La solution de la contrainte législative n'a pas bien marché. Et puis le Rhin était toujours sale, en dehors même de l'accident de Sandoz. Du coup, alors, je simplifie parce que ça n'a pas été aussi simple que je viens de dire, mais en gros, les dirigeants, alors 3 partenaires, un, les industriels, en plus c'était plus compliqué que les Grands Lacs américains, parce que les Grands Lacs américains, vous avez 2 pays, le Canada et les États-Unis. Là, il fallait accorder plein de pays, et surtout, vous comprenez que lorsque la Suisse pollue, à la limite, elle pollue, puis elle envoie ça chez les autres, mais la Hollande, qui se retrouve tout en bout de course, elle se prend la pollution de tous les autres. Donc c'est plus compliqué à gérer que les Grands Lacs américains. Et là, vous avez je ne sais plus combien de pays, une dizaine de pays qui sont le parcours du Rhin. Et là, 3 partenaires, enfin 3 groupes partenaires, 1 les industriels, 2 les agences environnementales et 3 les associations écologiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis autour de la table, ils ont discuté. En 20 ans, la pollution dans le Rhin a diminué de 81%. Et dans les 20 ans qui ont suivi, les 20% qui restaient, ça a diminué de 80%. Faites le compte, je ne l'ai pas fait. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les taux de métaux lourds comme le cadmium, le plomb, le brome, sont 10 à 20 000 fois inférieurs
aux normes sanitaires standards, aux standards sanitaires internationaux. Voilà où on en est. Et tout ça par la coopération. Par le fait qu'on a fait le pari que les gens en face n'étaient pas des ennemis irresponsables, mais des gens avec qui on pouvait discuter, on pouvait essayer d'avancer. Alors évidemment, chacun ayant son rôle, ça n'a pas été toujours simple, hein, mais évidemment, les associations environnementales sont particulièrement des lanceurs d'alerte, et les industriels, eux, sont eux qui ont les moyens et la technique pour faire évoluer, pour mettre en place des systèmes anti-pollution, tout ça. Et s'ils sont que dans un regard d'ennemi, ben ça n'avance pas. Je vous donne un autre exemple, je ne vais pas le détailler, mais je peux vous dire que celui-là, je l'ai étudié à fond. Vous savez, on nous dit la planète est en train de crever, tout va mal, le CO2, machin, mais... Ou alors le terrorisme. D'abord, 10 secondes pour le terrorisme. Ouais, le terrorisme, ça augmente partout. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on ne parle que de ce qui ne va pas. L'IRA a déposé les armes. Ça a donné des idées à l'ETA en Espagne, enfin aux Pays-Bas, déposé les armes. Alors, depuis que l'IRA a déposé l'arme, ils n'ont pas repris. L'ETA non plus. Le FNNC, qui a copié les deux autres, le FNNC en France, en Corse, a déposé des armes. Ils n'ont pas repris les armes. Et maintenant, vous avez en Colombie les FARC qui ont déposé et qui sont en négociation. Depuis qu'ils ont commencé les négociations, il y a eu un meurtre d'un général, mais ils sont en voie d'arrêter complètement. Le jour où un gars, même pas un membre, un gars en Irlande vous fait 3 morts, tous les médias en parlent. Par contre, on ne parle pas de tout ce qui est en train de se passer. Il y a moins de meurtres par terrorisme aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Bon, voilà, je laisse à votre réflexion, qui l'aurait deviné. Alors maintenant, sur la pollution, bien sûr, tout va mal, le monde est en train de crever, sauf que, est-ce qu'on vous parle du Rhin, qui est de la Seine dans laquelle on peut se baigner? Vous voyez ce que je veux dire? Autre exemple. On nous parlait tous les ans, au mois d'octobre-novembre, de l'ozone. La couche d'ozone qui est en train aussi de... Vous entendez actuellement parler de l'ozone? Ah ben non, ça fait 10 ans qu'on en parle plus. Pourquoi? Parce que c'est fini le problème de la couche d'ozone. Alors c'est pas fini. Mais tout simplement, les fluorocarbones, qui étaient les principaux destructeurs de la couche d'ozone, sont maintenant, et passent pas par auto-interdiction, ça peut dire par collaboration entre les agents de l'État, enfin l'ONU, enfin toutes sortes de choses, et les industriels ont choisi de ne plus diffuser les fameux fluorocarbures. Bien. Et aujourd'hui, le problème de la couche d'ozone est quasiment réglé. Simplement, les produits dans l'atmosphère, ça met du temps à ce qu'ils disparaissent, donc elle se reconstruit, et dans 20-30 ans, elle est reconstruite. Qui le sait? Personne. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La biodiversité qui se porte très bien en France, personne n'en parle, moi je suis assez bien placé, je suis un naturaliste amateur. Les castors qui avaient disparu, ils sont partout dans la rivière française. Les cerfs, il y en avait 30 000 il y a 30 ans, ils sont 150 000 aujourd'hui. Les faucons périns qui étaient disparus en France, ils nichent à Paris. Enfin, la biodiversité en France se porte bien. Vous ne savez pas ça. Bon, alors, moi je dis qu'il ne faut pas dire que ce qui va bien. Mais comme les médias ne parlent que de ce qui va mal, moi je me permets ce soir de parler. Et je peux vous dire, j'en ai des comme ça. Le paludisme qui a diminué de 60% en 20 ans, enfin, voilà, donc, dans le monde, hein, pas en France. Alors, j'ai fini. Simplement, je peux vous dire qu'il est possible de construire une société basée sur l'interdépendance. Voilà, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les convivialistes, quels sont le plus connu, c'est Edgar Morin, vous avez d'autres personnes, comme Alain Caillé, Jean-Baptiste Foucault. Je ne rentre pas dans les détails, mais on pourrait se dire, mais oui, mais c'est très bien votre idée, mais les autres. Et le problème, les autres, vous voyez, parce que les égoïstes, enfin, oui, pour moi, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est cette phrase. Tant qu'on croira que les autres sont le problème, eh ben on n'avancera pas. Donc le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est de penser que le problème, c'est les autres. Ça va toujours? Bon. Donc je termine. Qui a prononcé cette phrase? Et vous verrez que c'est une citation avec les références. Rousseau. Pardon? Rousseau. Rousseau, non. Mandela. Mandela! Ah, bravo! Alors d'abord, je passe en général par ça, avant de donner la deuxième devinette. Là, c'est plus facile, vous voyez. Et après, voilà. Vous pouvez vérifier. La page hier. Alors, c'est important parce que, ce que je veux dire par là, on
ne peut pas quand même considérer que Mandela était un naïf, bisounours, vous voyez. Eh bien Mandela, il dit plusieurs choses sur la bonté. Il dit que ça l'aidait à se lever, mais il dit, pendant ces années de détention, il dit aussi, c'était une conviction fondamentale qu'il avait sur ses capacités de tout être humain à accéder à la bonté, et qu'il en a fait une stratégie politique. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, ça n'a pas été une baguette magique, l'arrivée de Mandela. Tout le pouvoir de l'armée, de la police, était entre les mains des Blancs. Et il a fallu qu'il fasse le pari qu'il y avait du bon chez ces personnes. Et c'est ça qui a fait gagner. Parce que s'il avait fait un autre pari, et qu'il avait vu tout le bout voulu bouleverser, je peux vous dire qu'il mettait l'Afrique du Sud à feu et à sang. Là, c'était la catastrophe. Et lui, il a fait le pari, il avait du bien. Et il en a fait, et il le dit clairement dans d'autres textes, il en a fait une stratégie politique. Et ça, on en parle peu, vous voyez. Je termine. Alors, là, je m'autocite, allez, un petit peu de narcissisme et d'autopromotion. Voilà, des phrases que j'aime bien, 2 phrases que j'ai inventées, que j'aime beaucoup. Peut-être un jour des gens les citeront, hein, il ne faut pas hésiter. Bon, allez, on continue. Voilà, ça aussi, c'est 2 sites que j'ai faits. Bon, celui-là, il ne marche pas très bien, mais celui-là, vous tapez psychologie positive, vous arrivez sur mon site. Donc, c'est pas le site de l'association, hein, c'est mon site. C'est le premier qui arrive, comme ça, depuis des années. Et puis, de la promotion pour mes livres, parce que vous allez, je ne sais pas, y échapper. Mais on ne va pas en rester là, parce que ça, c'est pas le plus important. Ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que le plus important, c'est que nous tournions nos regards vers le soleil, vers la lumière. C'est ça qui est le plus important. Et même si parfois il y a quelques petits nuages, moi ce que je crois fondamental, eh bien, c'est qu'il ne faut jamais abandonner nos convictions, nos valeurs et tout ça, même quand il y a des nuages, il faut continuer à regarder le soleil. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous aurez compris que je suis un peu bisounours sur les bords, mais bisounours assumés. Voilà. Merci.